Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un métier, celui de commissaire-priseur. Si vous avez déjà assisté à une vente aux enchères ou organisé un inventaire de succession à la suite d'un décès, par exemple, vous en avez forcément croisé un. À la fois juriste et historien d'art, un peu commerçant qui doit vendre et séduire, un peu RP événementiel qui doit organiser plein de choses, son rôle est dense et passionnant. Et c'est Vincent Pestel-Debord, commissaire-priseur parisien qui a fondé Pestel-Debord, qui va nous en parler. Que vous soyez passionné par les objets anciens ou juste curieux en matière d'art, que vous souhaitiez offrir un cadeau unique ou que vous allez devoir vider une maison de famille, tendez l'oreille, le monde des salles de vente s'ouvre à vous aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour Hortense. Alors, on va revenir sur un tas de points, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, toi, comment tu résumerais, en quoi consiste ton métier ? Mon métier, qui est avant tout un métier de passion, peut se résumer en quelques mots. C'est la faculté de trouver des objets artistiquement, historiquement intéressants, d'en faire la promotion et de les vendre aux enchères publiques pour obtenir le plus haut prix possible. C'est ce que recherchent, quand ils viennent nous voir, les clients vendeurs, obtenir le plus haut prix. Et nous avons pour cela une clientèle en France et à l'étranger très dense. Alors vous êtes quand même c'est un métier qui est assez multicasquette, je faisais dans l'intro toute une énonciation. Quel parcours il faut avoir pour être commissaire-priseur ? Alors pour être commissaire-priseur, il faut faire du droit, de l'histoire de l'art, et ensuite on va présenter un examen d'accès au stage, parce qu'il y a un stage professionnel obligatoire. Donc c'est un examen où il faut avoir la moyenne et qui porte sur toute l'histoire de l'art et au moins jusqu'à la maîtrise. Maintenant on dit plus maîtrise. Ah oui, non, on dit je ne sais pas. Je sais plus comment on dit. Maîtrise, on dit master ouais. de droit. Le master de droit. Et donc cet examen consiste en un examen écrit d'histoire de l'art, un examen de droit. Et si on est reçu à l'écrit, on a ensuite un examen oral qui porte aussi sur le droit et sur l'histoire de l'art. Une fois que l'on a réussi cet examen, on accède au stage. Donc maintenant, le stagiaire doit trouver un stage chez un commissaire-priseur. C'est un stage professionnel qui dure 2 ans. Ce stage est sanctionné à la fin de la première année par un premier examen qui permet de passer en deuxième année de stage. Et à la fin de la deuxième année de stage, on a un examen terminal qui permet l'obtention ou pas du diplôme de commissaire-priseur. Pourquoi ça s'appelle commissaire-priseur ? Alors ça remonte à très longtemps, à l'époque où c'était des officiers ministériels nommés par le roi, donc d'où le nom commissaire qui paraît un petit peu dur, mais parce qu'il était auxiliaire de justice, donc commissaire. Et priseur, parce qu'il fait les prisés. Et les prisés, c'est le fait d'évaluer les biens. Et historiquement, les biens meubles corporels, les objets qui se trouvent dans une maison. Donc les meubles meublants, les tableaux, l'argenterie, etc. Alors toi, tu vends beaucoup de bijoux, de montres, mais aussi parfois du mobilier. Le commissaire-priseur doit forcément avoir une spécialité ? Alors, les commissaires-priseurs sont formés pour être généralistes. Parce qu'ils doivent pouvoir rentrer dans une maison et tout identifier et tout évaluer. Un commissaire-priseur qui serait ultra spécialisé
dans un domaine ne pourrait pas effectuer ce genre de mission. C'est-à-dire, comme par exemple l'inventaire de succession, où on rentre dans une maison, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Mais le commissaire-priseur n'est pas omniscient. Certaines choses peuvent parfois pouvoir lui échapper. Mais en revanche, il ne peut pas passer à côté de quelque chose. Donc quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas, il doit reconnaître que c'est quelque chose d'intéressant et demander à des spécialistes, des experts, leur avis sur cette chose. Ils ne doivent pas passer à côté de quelque chose qui pourrait être de grande valeur. Alors, côté client, on n'est pas forcément expert pour vendre ou acheter aux enchères. C'est un monde qui peut nous paraître peut-être un peu opaque, on n'ose pas forcément, et c'est pour ça que j'avais très envie de t'interviewer pour que tu nous parles un peu plus de ce métier. Comment toi, tu motiverais un peu les auditeurs pourquoi vendre ou acheter aux enchères ? Alors, on commence par lesquels ? Les vendeurs ou les acheteurs ? Comme tu veux. Alors, vendre aux enchères, plutôt que de passer aujourd'hui par des plateformes comme Le Bon Coin ou des plateformes quand il s'agit de bijoux, montres ou même des vêtements de marque comme Vestiaire Collective, etc. L'intérêt, c'est qu'on s'occupe de tout. Le vendeur n'a rien à faire. C'est nous qui allons chercher la marchandise, qui faisons les fiches, qui faisons les photos. On s'occupe de tout. Ça, déjà, ça décharge beaucoup la personne qui n'a pas le temps de s'en occuper, qui n'a pas le temps de prendre des photos, faire un descriptif pour mettre des objets en vente sur des plateformes. Le deuxième intérêt pour les vendeurs, c'est l'expertise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce que l'on a et on va apporter la connaissance, dire exactement ce que les gens ont. Lorsque quelqu'un, chez lui, encore une fois, je compare par exemple avec Le Bon Coin, s'il a un meuble, il va dire un meuble en bois, peut-être de style Louis XV, mais est-ce qu'il sait si c'est vraiment d'époque Louis XV ou de style Louis XV ? La valeur va grandement changer. Donc on apporte cette valeur ajoutée d'identifier et d'évaluer les objets. Ensuite, on les garantit, c'est-à-dire que c'est nous qui endossons la garantie de ce que l'on met dans les catalogues et c'est pas le vendeur. S'il y avait une erreur, un problème, c'est nous qui sommes responsables et ce n'est pas, encore une fois, le vendeur. Et la troisième raison principale, c'est que le mécanisme des enchères permet d'obtenir le prix le plus élevé possible. Par la mise en concurrence du plus grand nombre, c'est une technique infaillible pour cet objectif. Ensuite, il y a les acheteurs. Alors, pour les acheteurs, je suis toujours étonné de voir des gens qui n'osent pas pousser les portes des salles de vente, qui pensent que c'est un monde qui n'est réservé qu'aux professionnels. C'est absolument faux. Tout le monde peut aller dans les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont publiques. Tout le monde peut y participer. Il ne faut pas hésiter à aller à l'hôtel des ventes le plus proche de chez soi pour le découvrir. Vous allez découvrir tout un tas d'objets que vous ne voyez pas d'habitude. Voilà, si on compare avec une petite promenade dominicale chez Ikea ou la maison de vente, voilà, c'est plus sympa d'aller découvrir des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Il faut ajouter qu'il y a une grande tendance aujourd'hui avec les problèmes écologiques, les problèmes de recyclage. Aujourd'hui, ce que l'on vend, c'est uniquement de la seconde main, donc c'est des choses qui n'ont pas à être reproduites pour pouvoir les acheter. Ça peut s'inscrire, ce que je veux dire, c'est que ça peut s'inscrire dans une démarche d'éthique et écologique. On peut entièrement se meubler chez soi sans avoir fait tourner de machine, sans avoir dépensé de plastique. Voilà, on peut acheter des bons vieux meubles en bois, faits à la main, qui tiendront encore des dizaines et peut-être des centaines d'années, pour franchement des prix qui sont parfois moins chers qu'une commode Ikea. Ouais. Alors justement, comment on connaît la valeur ? Comment on fait estimer un objet, un meuble ? Quels sont les critères ? Alors qu'est-ce qu'on va regarder quand on nous apporte un objet, un meuble ? Alors ça dépend si c'est quel type d'objet ou même toi une montre. Comment tu arrives à savoir ? Alors nous c'est vrai que on a des spécialités, on en parlera peut-être après. On fait des ventes de mobilier objets d'art, des fonds de maison après succession. Donc on vend
tout type d'objets, mais nous avons aussi des spécialités. Je fais des ventes de montres, des ventes de bijoux. Et lorsqu'on m'apporte, par exemple, une montre, on va vérifier la matière de la montre, si elle est en acier, si elle est en or gris, si elle est en argent. On va vérifier si c'est une montre de marque, si c'est une montre authentique ou si c'est une copie. On va ouvrir la montre pour voir si le mouvement correspond à la montre en elle-même, si c'est le bon mouvement. On a des machines ici pour vérifier si l'état de fonctionnement des montres. Donc on va les mettre sur les machines et vérifier différents paramètres en les faisant tourner pour savoir si le mouvement fonctionne bien. Et ensuite, tout notre métier, c'est de en mettre la bonne estimation pour que le client vendeur soit content et que on trouve un acquéreur à ce prix-là, en sachant que, par exemple, si on parle spécifiquement du marché des montres, c'est un marché très coté. Donc il y a vraiment des cotes précises pour les montres. C'est beaucoup moins le cas en peinture ou dans les meubles anciens. Ou alors, si moi j'ai une jolie bague, par exemple, tu peux estimer aussi, c'est peut-être plus difficile, et ça, tu peux nous aider à ça. Ah bah c'est bon, oui. Alors les bijoux, en plus du droit de l'histoire de l'art, j'ai fait de la gémologie, donc je peux identifier les pierres, calibrer et grader, comme on dit, les diamants. On est aussi équipé avec du matériel pour arriver à savoir si on a affaire à un saphir, à une émeraude, à un rubis. On vend bien sûr beaucoup de diamants. On teste les métaux pour savoir s'ils ne sont pas poinçonnés, si c'est bien de l'or 18 carats ou 14 carats ou 9 carats. Donc avec tous ces paramètres, et en plus si le bijou est signé, on va établir un prix. Et en fait, on n'appelle pas ça un prix, on appelle ça une estimation, qui est une fourchette. Et cette fourchette, c'est ce que l'on pense que l'objet va obtenir en vente. Par exemple, une bague en or avec un diamant qui fait un demi-carat, on va dire qu'on peut la vendre entre 6 et 800 euros. Tout dépend, encore une fois, de la qualité du diamant. Voilà comment on travaille. C'est la même chose avec les tableaux, la même chose avec les meubles, la même chose avec l'argenterie, avec tous les objets qu'on peut trouver et qu'on peut recevoir à l'étude. Comment être au courant des ventes ? Alors aujourd'hui, en France, il y a 2 plateformes qui couvrent la totalité du marché français. Ce sont des sites internet, des vraies plateformes. La première s'appelle Interenchères, donc interenchères.com, et la deuxième s'appelle Drouot, et qu'on peut trouver à drouot.com, qui annonce toutes les ventes qu'il y a en France, et même à l'étranger. Nous avons aussi un magazine, parce que pour ceux qui sont amateurs de papier, toutes les semaines, le vendredi matin, vous pouvez aller dans votre kiosque préféré et acheter la Gazette Drouot, qui annonce toutes les ventes qu'il y aura dans les 1 à 2 semaines qui suivent la parution. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'ouvrir le blister de ma petite gazette. Alors moi, je l'ai jeudi, parce que je suis privilégié, mais c'est le vendredi matin dans les kiosques. Voilà, ça c'est un vrai bonheur. Moi j'aime bien l'objet, donc j'aime bien feuilleter la gazette, mais je regarde, j'ai des alertes. Moi personnellement, qui suis aussi consommateur de vente aux enchères, j'ai des alertes sur Interenchères, sur Drouot pour les choses que je recherche ou que de ce dont j'ai envie. Donc toi, tu en organises aussi des ventes. Alors bien sûr. Comment ça s'organise ? Ça se prépare longtemps avant ? À quel moment tu décides de faire une vente ? Où est-ce que tu trouves les produits on dit pas produits, on dit les meubles, les objets, les bijoux que tu vas vendre ? Les lots, voilà. Les lots. Alors, pour les spécialités, on organise en fait des rendez-vous réguliers. Par exemple, les bijoux, montres, je fais une vente par mois. Comme ce sont mes spécialités, j'ai tout un écosystème pour trouver les lots, pour remplir les ventes de bijoux et de montres. Beaucoup de particuliers qui apportent des bijoux, des montres. Ça peut être aussi des professionnels qui veulent se défaire d'une partie de leur stock parce que ils veulent faire tourner leur stock. Et puis il y a des catégories intermédiaires, il y a des gens qui achètent et qui vendent beaucoup, qui sont un petit peu marchands mais qui ont aussi un autre métier. Il y a tout type de vendeurs. Bien sûr, il y a les successions qui fournissent pas mal de bijoux, de montres et surtout de mobilier objets d'art dans les ventes. Il y a aussi une activité que je pratique qui est les inventaires de tutelle. Donc on est appelé par des mandataires judiciaires qui sont les anciens gérants de tutelle qui vont nous demander de faire les inventaires de personnes qui sont malheureusement mises sous protection. Et parfois, il faut vendre
les biens de ces personnes, donc on se charge de les vendre aux enchères. Quand ces personnes doivent, par exemple, quitter leur maison et aller en maison de retraite et qu'ils ont une maison garnie d'objets, comme il faut vendre la maison, il faut vendre aussi les objets. Donc on s'en occupe. Lorsqu'il y a une succession, les gens veulent garder certaines pièces, certains lots, certains objets, mais pas tous. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de place pour les garder ou que ça n'est pas du tout leur goût. Donc ils décident de les vendre et on est là pour ça. Et donc, tu me demandais comment on organise une vente. Eh bien, il faut, avant la vente, faire la publicité adéquate. Il faut faire le catalogue, faire les photos, faire les fiches. Donc, il faut au minimum 1 mois, grosso modo, avant la vente, pour l'organiser et en faire la promotion nécessaire. Alors, comment se déroule ? Là, on arrive, on a préparé la vente aux enchères, on arrive le jour J. Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Nous avons d'abord une exposition publique. Ça ne se passe pas comme ça partout, parce que, par exemple, je peux avoir des confrères qui font plusieurs jours d'exposition, mais à l'Hôtel Drouot, à Paris, nous avons une journée d'exposition qui se déroule de 11h à 18h, la veille de la vente. Ce jour-là, vous pouvez venir voir les objets, les prendre en main, les ausculter, voir si le tableau il est aussi bien que sur la photo que vous avez vue dans le catalogue ou sur Internet. Donc vous rendre compte vraiment in situ et de visu la qualité de l'objet que vous convoitez. Ensuite, le lendemain, il y a entre 11h et midi une petite exposition rapide si vous n'avez pas pu venir la veille. Tous les objets là sont resserrés. La veille, ils sont mis en place dans une salle un peu décorée. Le lendemain, tout est resserré, mais vous pouvez quand même prendre en main les objets, les regarder, les ausculter, mais ça ne dure que entre 11h et midi. La vente débute à 14h et termine au maximum à 18h. Je ne parle que pour l'Hôtel Drouot. Ça, c'est une vente traditionnelle, c'est-à-dire physique, où il y a des clients dans la salle qui enchérissent dans la salle en présence du commissaire-priseur des objets. Et aujourd'hui, se sont beaucoup développées les ventes en live, c'est-à-dire des ventes où il n'y a pas d'exposition, où les objets sont seulement décrits sur les plateformes de vente et où on va vendre devant une caméra les objets et directement sur Drouot Live, sur Interenchères. Les gens se sont inscrits sur les plateformes et participent avec leur ordinateur à la vente. Cette possibilité d'enchérir directement en live sur les plateformes existe aussi pour les vraies ventes physiques parce que dans la salle, on a aussi une caméra, on a aussi un opérateur qui relaye les enchères sur les plateformes. Donc vous pouvez participer à une vente traditionnelle, entre guillemets, également en live. Et on peut être au téléphone ? Alors, nous offrons la possibilité aux amateurs de s'inscrire pour être appelés pendant la vente. Donc, on peut les appeler au téléphone. Ils peuvent nous laisser aussi ce qu'on appelle des ordres d'achat, c'est-à-dire un montant maximum pour un objet. Donc, on va enchérir pour leur compte jusqu'à ce montant maximum. Donc, je donne un exemple. Si quelqu'un nous laisse un ordre d'achat de 1 000 € pour un objet qui était estimé 400 à 600 €, on va commencer les enchères. Et si l'enchère maximum est à 650 €, il aura ce lot à 650 € plus les frais. Mais 650 € au lieu, on n'ira pas jusqu'aux 1 000 €. Il l'aura bien à 650 €. Ils ont aussi la possibilité de laisser sur les plateformes ce qu'on appelle des ordres d'achat secrets. C'est-à-dire qu'on n'y a pas accès, c'est uniquement la plateforme qui gère l'ordre pendant la vente de manière automatique. Donc c'est la plateforme qui va enchérir pour le compte de l'amateur automatiquement. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement le financement d'un achat ? Parce que je me suis un peu renseignée, j'ai eu plein de trucs. Je t'avoue que je n'ai pas tout compris. On va pas forcément payer le prix sur lequel on s'est positionné, qu'on a vu par exemple dans le catalogue. Il y a des frais ensuite annexes. Alors, comment nous sommes rémunérés ? Entre le prix de départ, le prix de réserve et tout ça. Comment les commissaires-priseurs sont-ils rémunérés ? Nous prenons des frais sur les prix de vente adjugés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prix au marteau. Donc, lorsque l'on adjuge un objet, par exemple, cette commode Louis XV est adjugée à 4 000 €, nous allons prendre des frais sur ces 4 000 €. Et l'acheteur va payer les 4 000 € plus le pourcentage de frais qui sont marqués dans
les conditions de vente. Je ne donne pas de montant, mais je pourrais donner une fourchette, parce que c'est libre. On peut pratiquer les frais que l'on veut. Mais la moyenne, c'est entre 25 et je crois que Christie, Sotheby's sont à 30 ou 31% de frais. Il y a aussi des paliers qui peuvent être dégressifs. Donc chacun fait. Donc il faut bien pour les auditeurs qu'ils se renseignent avec les catalogues de vente sur les plateformes ou sur les sites de chaque maison de vente. Il y a les conditions de vente. Donc il faut qu'ils aillent voir quels sont les frais qui sont prévus pour cette vente. Une fois qu'ils ont prévu ces frais, donc ça c'est les frais acheteurs, il faut aussi qu'ils anticipent, s'ils ne veulent pas se déplacer, le coût du transport. Donc je leur conseille de voir si ils peuvent demander avant un devis de transport pour tel objet jusqu'à chez eux, à la maison de vente. Voilà, il faut qu'ils soient vigilants parce que on peut s'inscrire sur une plateforme chez un confrère, on habite à Paris et la vente est à Marseille. S'ils achètent un bijou, le transport c'est facile, mais s'ils achètent une armoire normande, il faut qu'ils pensent bien au futur coût du transport jusqu'à chez eux à Paris. Et nous avons aussi un autre type de frais. Nous prenons aussi des frais sur les vendeurs qui sont aussi libres. Donc ils sont moindres que les frais acheteurs. Ils oscillent en fonction de ce que l'on vend entre 0 et 15%. Si ton armoire normande, elle a été adjugée à 4 000 €, est-ce que tu connais, toi, évidemment, tu avais le prix du vendeur, tu l'as vendu au prix que le vendeur voulait sans descendre le palier ? Ah, alors... La question n'est pas très claire, mais je sens que t'as compris. J'ai compris. Lorsque on reçoit des objets à vendre, on va donner une estimation aux gens. S'ils sont d'accord avec ces estimations, par exemple, ta bague, je l'estime entre 6 et 800 €. Bien sûr, si on passe l'objet en vente comme ça, et qu'il y a des enchères que jusqu'à 300 €, si je la vends 300 €, le vendeur ne va pas être content. Donc, dans la plupart des cas, on va proposer au vendeur ce qu'on appelle un prix de réserve, c'est-à-dire un prix en dessous duquel nous n'allons pas vendre l'objet. Cependant, il y a dans la législation française un texte qui précise que le prix de réserve ne peut pas être supérieur à l'estimation basse que l'on met dans le catalogue. Donc, dans mon exemple, la bague à 600-800 €, le prix de réserve ne peut pas être supérieur à 600 €. C'est interdit. En revanche, il peut être inférieur. Donc, on va proposer au client vendeur l'estimation basse ou un peu moins s'il le souhaite. Mais moi, vous laissez partir à 500, même si vous m'avez dit 600. Moi, à 500, ça me convient. Donc, vous laissez partir à 500 €. Donc, le prix de réserve sera 500 €. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent, moi, c'est à vendre au mieux. Pourquoi ? Parce que là, je parle d'une bague, mais si c'est une commode tombeau du XVIIIe siècle et qu'il n'a pas du tout l'envie qu'on doive lui rapporter chez lui, parce qu'il y a des frais forcément de logistique, de transport, vous dites, écoutez, moi, vous me la vendez à n'importe quel prix. Hein. Le prix que ça fera au marteau, ce sera le bon. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais il existe bien évidemment ce prix de réserve en dessous duquel on ne vendra pas. Donc il faut rassurer les auditeurs, on ne va pas faire n'importe quoi avec les objets et les vendre à n'importe quel prix, parce qu'on ne sait jamais. Le prix de réserve sert à défendre le vendeur dans l'hypothèse où il y a un trou d'air, il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée par l'objet, et les ventes aux enchères, il en faut au moins 2 pour que ça monte. Et s'il n'y en a qu'une, du coup, on n'atteindra pas le prix de réserve. Et si on a 0, est-ce que ça arrive que tu proposes un lot et que personne ne se positionne ? Ah, c'est possible. Alors là, on est obligé, on ne vend pas l'objet, on le ravale, comme on dit. Ouais. C'est le terme technique. Ouais. Il est repris ou ravalé, c'est pas très beau, mais l'objet est repris ou passé à gauche. Il y a différents termes des usages, c'est-à-dire qu'il n'est pas vendu. Parce que dans notre procès-verbal, il y a les colonnes à droite, c'est vendu, à gauche, c'est pas vendu. Donc passer à gauche, c'est qu'il n'est pas vendu. Et en tout état de cause, pour revenir sur le prix de réserve, de toute façon, on va le défendre. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée par l'objet, on va au moins monter jusqu'au prix de réserve pour atteindre ce prix de réserve.
Et à l'inverse, quand les gens peuvent se battre un peu pour un lot et qui font monter les enchères, et en fait, le gars s'est emballé et il a envie... Est-ce qu'il a le droit de rétractation ? Non. Ça, c'est interdit. Ça arrive souvent que... Non, mais le droit de rétractation qu'on connaît bien maintenant en droit de la consommation n'existe pas dans les ventes aux enchères parce que le transfert de la propriété est immédiat. C'est pas un droit de la consommation, c'est plus sérieux les ventes aux enchères que d'aller au supermarché ou dans sa boutique de... Oui, on achète une nappe, on a envie de la rendre, tu vois, ou même un meuble. Un bijou, aujourd'hui, tu peux acheter un bijou et te dire « Ah non, en fait, la bague, too much, non, il n'y a pas de rendre. droit de rétractation. Ouais, il faut être responsable et raisonnable lorsqu'on participe à une vente aux enchères. On ne peut pas se dédire, même si on s'est emballé, mais on s'emballe une fois, on ne s'emballe pas deux. Comment les personnes enchérissent? Elles lèvent la main, c'est toujours comme ça, elles lèvent la main, elles font un signe de la tête. Toi, tu les vois, tu t'en manques jamais? Alors, il y a deux possibilités. Soit les gens portent haut et fort leur enchère, en annonçant à haute voix le montant de la surenchère qu'ils veulent mettre. Par exemple, on est à 100, ils disent 150. Ou alors, ils lèvent la main, ou un petit signe, s'ils veulent rester discrets, ils veulent pas être vus. Et c'est le commissaire-priseur qui choisit l'incrément des enchères, et qui est le maître, en tout cas, de l'incrément des enchères. Donc si quelqu'un... Alors, on a tout un usage, si quelqu'un lève la main et qu'on est à 500, je vais pas dire 2000. On va faire 600 ou 550. On a des paliers d'enchères, des incréments qui sont raisonnables et qui sont faits en fonction de là où on en est dans les enchères. En dessous de 1000, on va monter de 100 en 100 ou de ça. Au-delà de 1000, on va monter de 100 en 100. Au-delà de 10 000, peut-être de 1000 en 1000. Voilà. Bon. C'est aussi comment il sent la salle et comment il sent les enchères. Mais c'est le commissaire-priseur qui est maître des pas d'enchères, de l'incrément, des incréments d'enchères. Si on veut venir à une vente aux enchères, est-ce qu'il y a des règles? Qu'est-ce qu'on doit absolument savoir? Est-ce que tu as des astuces à nous donner? Des astuces. Petite astuce pour décodeurs. Si vous laissez des ordres d'achat, je vous conseille si vous avez un montant maximum en tête, par exemple, ce fauteuil, je veux l'acheter maximum 500 €. 500 €, c'est un incrément. Donc ça tombe pile sur un montant d'enchère normal. Donc il se peut qu'on augmente la probabilité qu'il y ait d'autres enchérisseurs à 500 €. Et donc, si vous laissez l'ordre d'achat à 530 €, ça change pas grand-chose pour votre budget. Vous augmentez considérablement les chances de l'avoir aux alentours de votre budget. D'accord. Sans aller au pas suivant, même 520 €. Je veux pas dire 510 parce que ça agace les commissaires-priseurs, mais 520 €, voilà. Et s'il y en a un autre qui a laissé 500, c'est vous à 520 qui l'avez. Voilà, c'est une petite c'est pas un grand secret, mais je conseille de faire ça. En revanche, je conseille aux amateurs de demander, surtout les gens qui n'ont pas l'habitude, on a toujours le téléphone et les mails à disposition pour répondre aux questions des amateurs. Il faut demander des rapports de conditions, c'est-à-dire que l'état exact de chaque objet n'est peut-être pas entièrement décrit dans la fiche qu'ils ont sous les yeux, dans le catalogue ou sur les sites, sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à demander des rapports de conditions sur l'état exact des objets, surtout quand ils sont complexes, comme un tableau, l'état de la toile, s'il y a des restaurations, s'il y a plusieurs photographies des objets, là, par exemple le dos d'une commode, sous le marbre, voilà. On peut demander donc ce qu'on appelle des rapports de conditions. Il ne faut pas hésiter à le faire, surtout si on ne se déplace pas pour voir l'objet, parce qu'une photo, même si on met maintenant plusieurs photos, c'est peut-être pas suffisant. Donc doublez votre poids pour qu'il soit plus éclairé d'une demande de rapport de conditions. Ça, il ne faut pas hésiter. Et ce que je conseille aux gens, c'est surtout d'oser enchérir, d'aller dans les salles de vente, de pousser les portes des hôtels des ventes, de venir, s'ils sont à Paris, de venir à Drouot, mais nous sommes 400 maisons de vente en France, il y en a forcément une pas loin de chez vous. C'est un monde merveilleux où vous allez découvrir des musées éphémères en fait, qui vont durer qu'une journée, le temps d'une exposition, et tout sera vendu le lendemain. Moi, c'est ce que je trouve formidable. Je suis moi-même, je flâne à l'hôtel Drouot. Bien que je sois un professionnel, je suis toujours émerveillé de faire un tour de salle et de voir les salles garnies de tout un tas d'objets. Moi, je suis très client, malheureusement, donc faut pas trop que j'y aille non plus.
Mais je trouve ça fantastique. N'hésitez pas, même si vous n'enchérissez pas, et puis retournez-y, et puis un jour vous allez voir un meuble qui vous plaît, et vous allez vouloir l'acheter, et là n'hésitez pas à lever la main. Petit conseil, avant de lever la main, faites-vous un budget avec les frais, c'est-à-dire dans votre tête, il faut que vous ayez votre budget et ne pas le dépasser. Faut pas risquer l'emballement. Vous vous dites que je veux mettre maximum 1500 euros pour cet objet ou 1000 euros. Je vais pas dépasser 800 euros d'enchère au marteau parce qu'avec les frais, ça fera 1000 euros. Donc pensez toujours au budget frais compris. Pas après, vous allez retrouver, je voulais pas dépenser autant. Non, il faut toujours vous renseigner, comme je le disais tout à l'heure, sur les honoraires et calculer votre budget, frais compris. La vente aux enchères, ce moment-là, c'est un moment qui est quand même assez dense. Toi, tu le vis comment ? C'est stressant pour toi ou au contraire, c'est une partie de plaisir ? C'est une partie de plaisir. Moi, j'adore vendre. Alors, je ne te cache pas que c'est moins agréable de vendre devant une caméra. Lorsque je fais des ventes totalement digitales, en live, devant ma caméra, c'est moins vivant. Mais vendre, en plus dans cet endroit magique qu'est l'hôtel Drouot, c'est toujours un très grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler justement de Drouot, de l'hôtel Drouot ? Alors, Drouot, qu'est-ce que c'est que Drouot ? Alors, Drouot n'est pas une maison de vente intégrée. C'est un hôtel des ventes partagé. C'est-à-dire que c'est historiquement la maison commune des commissaires-priseurs parisiens. Au XIXe siècle, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris a décidé de se doter d'un hôtel des ventes partagé avec tous les commissaires-priseurs. Donc historiquement, l'hôtel Drouot, qui au XIXe siècle était au même endroit, mais n'était pas le même bâtiment, il a été démoli et reconstruit. Au XIXe siècle, la Chambre donc a acheté, donc tous les membres de la Chambre des commissaires-priseurs de Paris, qui étaient tous à l'époque des officiers ministériels, avec des charges comme les notaires, a acheté un terrain et a fait construire un hôtel des ventes. Et donc c'est une spécificité unique au monde, où on a un hôtel des ventes qui est partagé aujourd'hui par plus de 70 maisons de vente. Et en fait, lorsqu'on vend à Drouot, on est membre de Drouot, on loue des salles, selon un système complexe de location de salles. Et donc, avec tous les confrères, on se partage toutes les salles toute l'année, ce qui permet d'avoir un seul lieu pour les amateurs et de voir tous les jours, pas une exposition, mais jusqu'à 15 expositions simultanées, ce qui permet un achalandage bien plus important et un rayonnement bien plus important de l'ensemble des ventes et des commissaires-priseurs, plutôt que s'ils étaient tout seuls dans leur hôtel des ventes, dans leur coin, comme une boutique. Voilà. C'est un modèle qui est unique au monde, qu'on essaye de perpétuer le plus longtemps possible. C'est un lieu qui est, encore une fois, que je trouve magique parce que on pousse la porte de l'hôtel des ventes et il y a 15 expositions de spécialités différentes. Vous allez faire le tour de salle et vous allez voir des ventes de mobilier objets d'art anciens 18e, 19e. Vous allez voir une vente de bijoux. Vous allez voir une vente d'objets chinois. Vous allez voir une vente d'objets d'art premier. Tout ça en passant une demi-heure à flâner dans les salles de vente. Vous avez fait le tour du monde et le tour de toutes les époques. C'est fantastique. Et je crois que c'est un lieu qui a plus de 100 ans. Oui, tout à fait. Alors, pas celui-là. L'hôtel Drouot a été construit au 19e siècle. C'était un hôtel des ventes qui était devenu, à la fin des années 70, un peu vieillot. Il faut savoir qu'il n'y avait que des grands escaliers, il n'y avait pas de monte-charge. Donc tout était, jusqu'en 1979, je crois, ou 18, tout était charrié à dos d'hommes. Dans les grands escaliers, toutes les commodes, les armoires, les tapisseries, les tableaux. Et donc, il a été décidé de le raser et de le reconstruire de manière plus moderne avec des monte-charges. Et on a encore fait toute une salle de travaux il y a une dizaine d'années. On l'a encore modernisé pour s'adapter au temps moderne. En parlant de temps moderne, tu trouves que c'est un métier qui a évolué depuis toi, tes débuts ?
C'est un métier qui évolue comment? On se dit, est-ce que c'est un métier plutôt vieillissant ou il y a encore des jeunes qui font ce métier? Il y a beaucoup de jeunes, et d'ailleurs il y a beaucoup de nouvelles études qui naissent chaque année avec des jeunes très motivés qui réussissent à monter des ventes qui ont beaucoup d'intérêt. Je suis assez confiant pour la pérennité de ce métier. Je pense pas qu'on soit remplacé tout de suite par une intelligence artificielle, parce que nous sommes des intermédiaires, donc on pourrait imaginer que notre savoir-faire pourrait être remplacé, soit parce que des énormes plateformes ont pris notre place, soit de manière encore plus technologique par une intelligence artificielle qui saurait estimer, évaluer, expertiser les objets à notre place. Je ne pense pas que ce soit pour demain. En tout cas, je l'espère pas. Et je pense que notre valeur ajoutée, c'est premièrement notre expertise. Nous savons identifier les objets, savoir si le vase ou le bol chinois, il est début 20e ou milieu 18e. Nous savons apporter cette valeur ajoutée, alors qu'aujourd'hui, je donne un exemple simple, il y a des plateformes de vente aux enchères, vraiment des maisons de vente aux enchères, notamment aux Pays-Bas, qui essaient dans toute l'Europe entière, en disant qu'ils expertisent les objets. Les expertises ne sont faites que sur photo. Ils ne voient jamais Alors, il y a peut-être des experts qui regardent les photos, mais bon, c'est pas très sécurisant, je trouve, pour l'acheteur. Nous, on engage notre responsabilité pendant 5 ans sur ce qu'on écrit dans les catalogues. Donc, les gens peuvent venir et acheter chez nous de manière totalement rassurée. Ils ont vraiment une garantie que n'offrent pas les plateformes. Et pour les clients vendeurs, on s'occupe de tout pour eux. Ils n'ont rien à faire. Voilà, on a encore cette qualité-là. Et surtout, on organise encore des expositions. C'est-à-dire que les gens ne vont pas que sur des sites pour voir des photos. Ils peuvent venir voir les objets. Il n'est pas impossible d'acheter un tableau dans une vente aux enchères. Maintenant, les photos sont de très bonne qualité. On fait beaucoup de photos. Mais certaines personnes souhaitent encore venir voir les objets, venir voir, par exemple, un tableau. Entre une photo et vraiment le voir éclairé dans une salle, ça n'a rien à voir. Donc, pour faire son choix définitif, on va dire, voilà, est-ce que je vais l'accrocher chez moi? C'est quand même pas mal de venir le voir. Est-ce que tu as remarqué une tendance, entre gros guillemets, en ce moment dans les meubles et objets? Qu'est-ce que cherchent les gens? Est-ce qu'il y a des courants en particulier sur lesquels les gens s'arrêtent? Tu dois être plus au courant que moi sur les tendances de la décoration. Tu sais comme moi que les années 50, ça cartonne. C'est très, très à la mode. Aujourd'hui, alors si on parle du mobilier, ce qui est recherché dans les objets, entre guillemets, anciens, c'est beaucoup le XXe siècle. Les grands designers des années 50, le mobilier et les objets d'artistes des années 60-70, la décoration des années 60-70. Aujourd'hui, le 80 arrive en force, le Memphis par exemple, un genre de mouvement. Voilà la grande tendance. Dans les objets plus anciens, dans les mobiliers plus anciens, ce qui est de petite qualité vaut de moins en moins cher. Par exemple, une petite paire de cabriolets Louis XV, toute simple, ça vaut de moins en moins cher, même si c'est d'époque. En revanche, des grandes pièces, des pièces exceptionnelles, sans aller jusqu'au mobilier royal, mais entre un fauteuil à la reine très richement sculpté et estampillé, et le petit fauteuil cabriolet, avant, la différence, elle n'était pas gigantesque, maintenant elle est gigantesque. C'est-à-dire que le top du top, ça fait de plus en plus cher, et le moyen et bas de gamme, ça fait de moins en moins cher. Mais il y a toujours une appétence pour le mobilier ancien de haut de gamme. Et donc justement tout à l'heure, en parlant de ce type de mobilier, je crois que tu vides entre guillemets pas mal parfois des maisons. Ce sont les inventaires de succession. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule? Ce que c'est et comment ça se déroule en fait? Alors, lorsqu'on vide une maison, on le fait avec l'accord des propriétaires. Oui, c'est un peu grossier comme formulation, mais... En fait, imaginez la maison de famille. Vous avez 3 enfants qui aujourd'hui, maintenant, ont la plupart du temps un certain âge. On a en face de nous des gens qui ont très souvent plus de 60 ans, qui ont déjà leur propre maison, qui est déjà entièrement meublée. Donc, que faire de tout ce qu'il y avait dans la maison de papa et maman? Surtout que parfois, la plupart du temps, c'est pas leur goût, mais c'est peut-être le goût d'autres personnes. Donc, on va faire l'inventaire de toute la maison, mettre des prix, faire des catégories. Donc, on va faire la liste de tous les tableaux, de toute l'argenterie, de tous les meubles,
s'il y a des services de porcelaine ou des collections de faïence, les identifier et les mettre à part. Et cette base va nous servir pour construire le catalogue. Et un catalogue, on ne va pas tout mélanger comme ça. Voilà, on va faire par thème. Donc, la plupart du temps, on démarre une vente classique par les gravures, ensuite les dessins anciens, les dessins plus modernes, ensuite la peinture ancienne jusqu'à la peinture contemporaine. Ensuite, on va faire les objets, donc tout ce qui est vase, pendule, etc. S'il y a de l'argenterie, on va faire un petit coin du catalogue pour l'argenterie. Et on va finir par le mobilier pour finir par les lustres et les tapis et tapisseries. C'est comme ça qu'on organise de manière classique un catalogue. Et donc, on va, pour revenir à notre organisation de la vente, soit on va transporter tous les meubles dans notre garde-meubles pour faire toutes les fiches et les photographies dans notre studio photo au garde-meubles, ou on peut maintenant, de temps en temps, les faire sur place, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les fiches, toutes les photos sur place, étiqueter tous les objets et aller directement à l'hôtel Drouot pour l'exposition. Alors, que je comprenne bien, tu fais une vente par maison ? Non. Donc, tu rassembles non, on peut faire plusieurs. Mais alors, ça dépend si c'est une grande maison ou une petite maison. Mais par exemple, si on fait... voilà, on a 3 fonds de maison ou 3 fonds d'appartements à vendre. Bon, bah, on a assez pour remplir une salle à Drouot. On prend une salle à Drouot. Soit ça passe par notre garde-meuble pour préparer la vente au garde-meuble et on transporte à Drouot. Aujourd'hui, on essaie de réduire les coûts logistiques parce que ça devient un vrai enjeu. C'est de plus en plus cher, donc on essaye pour les clients, que ça coûte le moins cher possible. Donc on va préparer toutes les ventes dans tous les... Imaginons, on a 3 appartements, un dans le 15e, un à Neuilly, un dans le 10e. On va tout préparer sur place. Et la veille de l'exposition, on va faire l'enlèvement. C'est-à-dire que les camions vont arriver, on va tout emmener. Et on va arriver le soir à Drouot pour faire l'entrée en salle. Et le lendemain, il y aura l'exposition. Et tu vends tout ce que tu as vu dans les maisons ou tu ne retiens que les pépites qui ont une certaine valeur ? Alors, on va essayer de vendre le maximum de choses. Il y a des choses qui ne méritent pas d'être transportées parce qu'elles sont vraiment sans valeur. Ça coûterait plus cher de les transporter. Par exemple, la literie, on ne va pas transporter des lits usagés. Donc les lits, c'est pour le débarras. Bon, ce genre de choses. Des meubles en mélamine et bois, on ne va pas les transporter. Hein. Si il y a 3 chambres d'enfants entièrement en design suédois, mais pas des années 60, récents, on va pas les transporter. C'est malheureusement pour la déchetterie. Mais en revanche, on va essayer de prendre le maximum de bibelots, tous les bouquins, voilà. Et puis, on va peut-être pas tous les vendre non plus à l'unité. Par exemple, si un livre vaut le coup d'être vendu à l'unité, bien sûr qu'on va le vendre à l'unité, mais la plupart du temps, une bibliothèque, si tu as une bibliothèque avec 100 livres d'art, par exemple, ben on va faire des lots, on va faire des caisses de livres, et on va vendre, le lot, ce sera une caisse de livres, ou 2 caisses de livres. Alors, on va vendre on va pas non plus vendre petite cuillère par petite cuillère, on va vendre un ensemble de petites cuillères. Est-ce que tu te rends compte sur place parfois que les personnes ne se rendaient pas compte qu'elles avaient des pépites, ou à l'inverse, les enfants se disent venez dans notre maison de famille, il y a plein de choses, et en fait toi tu trouves rien d'intéressant? Eh bien, il y a les deux cas de figure. Le premier étant vraiment ce pourquoi on fait ce métier. Vraiment, c'est-à-dire c'est la chasse. Trouver des choses, vraiment les découvertes. Et si on fait une découverte, c'est que les gens ne savaient pas ce qu'ils avaient. Donc les découvertes, c'est formidable. C'est vraiment ce pourquoi on se lève le matin et qu'on va faire des inventaires. On court après, c'est toute notre carrière, c'est faire le maximum de découvertes, de trouver des merveilles, et de dire aux gens, bah voilà, ça c'est formidable. Bah voilà, sur votre table, vous avez un vase fait à la main de Lalique et pas une production industrielle. C'est très très rare. Voilà. Ah bon, bah, c'était le vase de mamie, on pensait pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ce qui est beaucoup moins agréable, c'est quand on dit aux gens que ce qu'ils pensaient être des merveilles sont des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et ça arrive malheureusement plus souvent que le premier. Est-ce qu'il y a un inventaire qui t'a marqué ? Je sais pas, une anecdote à nous raconter comme ça, tu dois tomber parfois peut-être sur des choses surprenantes. Il y a un inventaire qui m'a beaucoup marqué au tout début de ma carrière. Et nous avons été appelés pour faire un inventaire de tutelle. Et nous nous sommes retrouvés dans une maison extrêmement modeste, en face d'une gare, dans une banlieue. Une maison très modeste qui en plus était agrandie avec plein de petites cabanes pour pouvoir mettre justement des objets. Et on a découvert des trésors de livres. L'ensemble de tout ce qu'on a sorti de la petite maison représentait 17 camions.
Et ça, c'était vraiment incroyable de trouver ça. Comme quoi, il faut jamais présumer de ce qu'on va trouver en fonction du lieu ou du plus ou moins prestigieux où on va chercher les objets. Là, c'était vraiment une découverte incroyable. Et quel est le plus beau lot que t'aies vendu? Pas forcément cher, mais qui, même à tes yeux, avait de la valeur. Mon plus beau souvenir de vente, c'était en 2012 avec une magnifique vente d'art contemporain. Une très belle collection où il y avait des Armand, des Combas, des César, des Entailles, des Dubuffet. Et voilà, c'est un très très beau souvenir pour moi. Alors, on a bien compris que tu étais passionné. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier ou que tu trouverais le plus difficile? Il y a une chose dont l'exercice m'est très pénible. C'est lorsque je ne connais pas les gens et que je dois aller essayer de les démarcher. Une fois que j'ai été présenté ou que j'étais introduit ou qu'on m'a recommandé à quelqu'un, j'ai pas de problème. Mais sans connaître la personne, sans avoir de connexion, comme ça, aller la démarcher pour qu'elle travaille avec moi, par exemple un notaire, c'est une démarche qui m'est assez pénible parce que j'ai vraiment l'impression de déranger ou d'embêter les gens. Voilà, et j'ai du mal à faire ça. Ou même de prospecter ou de trouver... Oui, la prospection, tout ça, c'est des choses qui... Voilà. Encore une fois, j'ai toujours l'impression de déranger les gens, comme je ne supporte pas qu'on démarche par téléphone, par exemple, qu'on me démarche par téléphone. J'ai du mal à faire ça en partant de rien. C'est quel style chez toi? C'est éclectique. Oui. Moi, c'est Toi qui aimes beaucoup de la choses. grande décoration française. Mais oui, mais ça pourrait. Qu'est-ce que c'est Non, je plaisante. Alors, je vais paraître très prétentieux, mais j'ai un peu comme modèle de décoration l'hôtel particulier de Marie-Laure de Noailles, qui a été très conseillé par Jean-Michel Franck, entre autres. Et Jean-Michel Franck a apporté dans les intérieurs parisiens un peu d'épuration. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé beaucoup d'accumulation de bibelots. C'est un peu l'inventeur de la décoration moderne. C'est-à-dire la mise en exergue de certains objets et pas trop d'accumulation. Mais en même temps, j'aime bien qu'il y ait des objets. Je suis pas pour les purs totales. Donc c'est à la fois quelques objets mais pas trop, et en plus mélanger les époques, les styles. Et pour moi, un intérieur réussi, c'est quand on arrive bien à marier un peu tout ça. Donc chez moi, il y a des commodes Louis XVI, une table de salle à manger Florence Knoll, mélangée avec des chaises Régence. Voilà, j'aime bien mélanger. Et quand ça communique bien quand les objets communiquent bien entre eux. Voilà, c'est plutôt ça mon... Et tu changes souvent les objets, justement? Non. Comme tu disais que tu étais assez tenté, est-ce que tu changes souvent justement cette déco? Non. Je ne fais que remplir, aux grandes dames de mon épouse. D'accumuler. Non, parfois j'enlève. Il faut enlever. C'est important d'enlever. Sinon, on profite pas de ces objets. L'accumulation style 19e siècle où il n'y avait pas 1 cm² de mur, où il n'y avait pas un bibelot accroché, je trouve que on profite, c'est au détriment des objets. Il y a quoi sur ta table de chevet? Alors là aussi, tu vas trouver extrêmement prétentieux, mais c'est vrai. Parce que je l'ai ouvert hier soir. Pour le lire, j'ai le catalogue de l'exposition Huysmans-Moreau qui s'appelle Féerique Vision, qui est une exposition qui a eu lieu au musée Gustave Moreau en 2008. Malheureusement, je ne suis pas allé. Et qui, en fait, fait dialoguer l'œuvre de Huysmans avec l'œuvre de Moreau. Huysmans étant un de mes auteurs préférés et Gustave Moreau un de mes peintres préférés. J'adore cette période, j'adore le symbolisme, cette période là qu'on a voulu dire décadente, avec ce gourou qui est Huysmans du dandysme, avec ce bouquin que j'adore qui est à rebours. Voilà, c'est un petit catalogue d'exposition avec des textes très bien écrits et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire hier soir. Mais il n'y a aucune prétention là-dedans, au contraire, ça symbolise tout ce que tu nous as dit, le fait que tu sois plutôt passionné, jusqu'au moment du coucher. Et dis-moi, si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, 6 invités, qui soient connus, pas connus, morts ou pas morts, ça c'est toujours la dernière question,
qui serait-il ? Alors, j'ai pris connaissance de cette petite question Oui, rituelle. je l'envoie toujours maintenant avant pour que les invités puissent préparer. Et donc là, je me suis bien gratté la tête. Parce qu'il faudrait que ce dîner soit quand même... que les gens puissent discuter entre eux. Parce que si tu mets Alexandre le Grand avec François Mitterrand, bon, je sais pas si ils ont des choses à se C'est dire. pour te faire plaisir à toi aussi. Ouais. Ouais, on se fait plaisir. Ouais. On se fait plaisir. Alors, en restant dans mon domaine, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Donc, je voudrais inviter Nicolas Poussin, grand peintre français du XVIIe siècle, pour lui demander pourquoi il a peint les bergers d'Arcadie, qui est une grande énigme. Voilà. Je voudrais inviter Michel Houellebecq, parce que j'adore, pour moi c'est le plus grand écrivain vivant, donc il fallait bien aussi un petit vivant. Les autres ils sont pas totalement vivants, quoique. Jim Morrison, parce que c'est ma rockstar absolue. Alors, ça fait 3. J'aimerais inviter, pour revenir à mes amours artistiques, le Caravage, pour qu'il me raconte sa folle vie, une vie incroyable, parce que il a une œuvre incroyable et il a une vie incroyable. Donc ça, je voudrais qu'il me raconte ça. Ça fait combien ? Ça fait 4. Je suis passionné par l'œuvre d'Alice Taglioni. Ouais. Je voudrais avoir... Ah oui, l'œuvre d'Alice Taglioni, bien sûr. Et celle de Laetitia Casta. Bien sûr. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je pense que ce dîner serait très enrichissant et intéressant. Et sympa, ouais. Génial. Bon, merci beaucoup Vincent de nous avoir raconté l'envers du décor de ce métier que personnellement je ne connaissais pas, donc j'espère que tout le monde a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci à toi Hortense. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.